Bonsoir à tous, je me présente Hélène Gallia, je suis au conseil d'administration de l'AFPG et par ailleurs je dirige un bureau d'études hydrogéologue conseil et un quart de notre chiffre d'affaires porte sur la géothermie, notamment la géothermie de minime importance. Et donc Jérôme Barrière, je suis hydrogéologue au BRGM à Bordeaux, donc en charge de diverses thématiques hydrogéologie et en charge également de la géothermie sur la Nouvelle-Aquitaine. Au début, je vais présenter l'AFPG, les géothermies de surface avec les grands principes. Jérôme présentera la géothermie dans la transition énergétique. On se partagera le cadre réglementaire de la géothermie de minime importance. Et ensuite, on évoquera donc le rôle de la GMI dans la protection de la ressource. L'AFPG, donc, c'est l'Association française des professionnels de la géothermie, qui a été créée en juin 2010 à Paris. Et elle compte en 2021 une centaine d'adhérents qui représentent tous les métiers de la géothermie en France et dans les départements et régions d'outre-mer. Donc, des foreurs, des fabricants, des installateurs de pompes à chaleur, des gestionnaires de réseau, des bureaux d'études thermiques et des bureaux d'études sous-sol, et bien sûr le BRGM. Elle est organisée en deux filières, la géothermie de surface, donc, qui va nous concerner pour la GMI, on verra tout à l'heure, et la géothermie profonde. Donc la FPG s'est fixé comme objectif de promouvoir la géothermie, qui est une énergie renouvelable capable de produire de l'électricité, de la chaleur et du froid. Elle fait du lobbying auprès des ministères pour faire évoluer les réglementations et permettre le développement de cette énergie. Donc, la géothermie, du grec gé, la terre, et thermé, chaleur, soit l'énergie qui est emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide. Quel grand type de géothermie? Donc, l'électrogène, qui consiste donc à récupérer de l'eau à très haute température et qui, par le biais de vapeur, fait fonctionner des turbines. On a des géothermies de haute énergie et basse énergie, où le principe est qu'on récupère la chaleur pour un usage direct. Et ensuite, la très basse énergie, donc la géothermie qui est assistée par pompe à chaleur. On récupère en fait des eaux autour de 15 degrés et il faut utiliser une pompe à chaleur pour remonter, pour élever la température pour pouvoir l'utiliser. Et il y a des notions plus récentes qui donc distinguent la géothermie de surface et la géothermie profonde. La GMI est rattachée à la géothermie de surface. Donc, en fait, quand on regarde un profil du sous-sol, les variations saisonnières sont amorties dans les premiers mètres. Et donc, la température du proche sous-sol est égale à la moyenne des températures annuelles. Et ensuite, au-delà de 10 mètres, en général, c'est le gradient géothermique qui contrôle la température. Donc, en France, en moyenne, on est autour de 3 degrés par 100 mètres. Et après, il y a des particularités comme le bassin rhénan où le gradient peut être beaucoup plus important. Donc, c'est ce gradient finalement qu'on exploite pour récupérer la chaleur. On a dit que la géothermie de basse température devait utiliser une pompe à chaleur qui a pour rôle d'évacuer les frigories. Quand il fait chaud, les pompes à chaleur vont rejeter le froid, donc il faut évacuer les frigories. Et à l'inverse, en été, il fait chaud, donc on veut rafraîchir et on va rejeter les calories excédentaires. Donc, les deux technologies en sous-sol qui servent à évacuer le chaud ou le froid sont essentiellement donc, les sondes géothermiques et les doublés sur nappe. La boucle ouverte, un forage et un captage avec obligation de rejeter dans la même nappe. Et l'objectif, c'est de capter et de réinjecter à une température légèrement différente. Et donc, ce principe nécessite la présence d'une ressource en eau souterraine. Et ensuite, il y a le principe de la boucle fermée, pour lequel un fluide caloporteur va circuler et récupérer les calories ou frigories vers et dans le sous-sol. Donc ça peut se faire n'importe où, puisque ça ne nécessite pas forcément de ressources en eau souterraine. Le principe de la boucle ouverte, donc on crée deux forages d'eau ou plus qui atteignent la même nappe d'eau souterraine, en général distante d'au moins 100 mètres. C'est un ordre de grandeur qui dépend très fortement du contexte local, bien sûr. L'eau souterraine qui est prélevée tiède, c'est entre 10 et 15 degrés d'un côté, et intégralement réinjectée de l'autre. Et donc, le passage par un échangeur thermique qui est en amont de la pompe à chaleur permet de prendre les calories ou les frigories excédentaires sans altérer la qualité de la nappe. Donc, pour dimensionner ce doublé, il faut estimer le débit nécessaire. Ce débit est évalué à partir d'éléments thermiques. Donc, pour tout ce qui est conception de géothermie, il faut les doubles compétences, un bureau d'études thermique qui va évaluer les besoins et le bureau d'études sous-sol qui va s'assurer que la ressource peut couvrir. Donc, pour la conception d'un doublé sur nappe, il faut estimer le débit nécessaire, qui est donc en lien avec la puissance installée.
et la variation de température. Est-ce qu'on va prendre 5 degrés ou est-ce qu'on va prendre 10 degrés? Il faut vérifier que l'eau réinjectée ne revient pas dans le forage de prélèvement, donc ce qu'on appelle la bulle froide. C'est-à-dire que quand vous prélevez de l'eau à 15, et que si vous chauffez le bâtiment, vous allez rejeter de l'eau à 10, en ayant pris 5 degrés, et donc vous allez rejeter de l'eau à 10. Et l'objectif de la conception, notamment, c'est d'éviter que cette bulle froide ne revienne au forage de captage et ne vienne dégrader le dispositif et les performances de la géothermie. Il faut bien sûr vérifier que la qualité de l'eau permet un usage géothermique et il faut donc des fois pouvoir adapter la conception de la boucle géothermale en fonction des risques de précipitation des composants dissous. C'est un grand sujet, notamment porté par le BRGM et d'autres, puisqu'on a souvent des forages qui se colmatent avec des hydroxydes de fer, entre autres, et qui empêchent le fonctionnement tout court de doubler sur nappe. Donc, dès la conception, il faut bien identifier ce paramètre qualité de l'eau. Et maintenant, pour la boucle fermée, le principe des sondes géothermiques verticales, donc SGV. Donc, on va créer un nombre de sondes qui est proportionnel aux besoins thermiques du bâtiment. Donc, le principe, c'est qu'on va faire un trou à peu près en 160 mm de diamètre. La réglementation GMI nous permet d'aller à 200 mètres de profondeur. Et dans ce trou, on va glisser l'espace annulaire est rempli d'un coulis de ciment. Et après, à l'intérieur de ce tube, on va circuler le fluide caloporteur qui est tiédi ou rafraîchi entre la pompe à chaleur et les sondes. On reprend notre exemple tout à l'heure d'un bâtiment qui est chauffé. On va rejeter de l'eau à 10. Donc, l'eau va circuler en circuit fermé dans le nombre de sondes nécessaires. Et au fur et à mesure qu'elle va descendre, donc en prenant un gradient géothermique de 3 degrés par 100 mètres, à 100 mètres, elle va donc passer à 13 et à 200 mètres, elle va être à 16 degrés. Donc, on arrive globalement à une température relevée à 16 degrés pour repartir dans la boucle de chauffage. À la conception, donc là, il faut définir précisément les besoins thermiques réels du bâtiment, puisque autant quand on fait 2 forages sur nappe, l'investissement est conséquent, mais le problème de la sonde, c'est que si on surestime les besoins, on va surestimer le nombre de sondes et on peut faire capoter le projet parce qu'on aurait surestimé le coût des travaux. Ensuite, il faut vérifier les profondeurs maximales qu'on peut atteindre pour éviter les conflits d'usage. Et il faut espacer correctement les sondes et prévoir une solution pour équilibrer les débits entre chacune. Donc, de base, en général, on dit qu'entre 2 sondes, on met 10 mètres. Et après, en fonction des besoins, stockage saisonnier, froid, chaud, on peut les resserrer ou les écarter. Et ensuite, il existe d'autres types d'échangeurs géothermiques qui, eux, sortent du cadre de la géothermie de minime importance. Donc, on a le principe au milieu des serpentins horizontaux. On a les corbeilles géothermiques à gauche. Donc, ces 2 solutions avec le mur géothermique de Caléoter, par exemple, sont peu onéreuses puisqu'en fait, il faut juste un engin de terrassement pour faire le terrassement et poser l'équipement. Et ensuite, on peut aussi équiper les fondations, les pieux de fondation avec des échangeurs géothermiques et ou éventuellement récupérer les calories dans différents réseaux d'assainissement ou métro ou autre. Et ensuite, pour vous en parler aussi, il y a les boucles d'eau tempérées à énergie géothermale, donc avec le acronyme BTEG. C'est un système qui est innovant puisqu'il va permettre de distribuer de l'énergie via un réseau tempéré unique. Ça permet d'alimenter en chauffage ou en rafraîchissement tout un quartier de manière décentralisée. Ça permet l'échange d'énergie entre bâtiments. Par exemple, si un bâtiment, un data center, va chercher à évacuer ses calories, ces calories vont pouvoir être utilisées par un autre bâtiment qui, lui, est d'habitation pour chauffer le bâtiment. C'est assimilé à un réseau de chaleur avec la TVA qui va avec. Et ça permet donc une distribution à basse pression d'une température à très basse température, donc généralement inférieure à 30 degrés. Et donc, sur cette grande boucle, vont pouvoir se connecter des doublés sur nappe, des champs de sonde ou d'autres énergies renouvelables. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Jérôme pour la géothermie de surface dans la transition énergétique. Le constat, c'est qu'en réalité, ces différents systèmes en géothermie de surface, finalement, s'adaptent à toute typologie de bâtiments et de surface, avec des bâtiments qui effectivement peuvent être des cibles privilégiées pour cette
pour ce type d'énergie renouvelable, que ce soit des équipements publics, plutôt des gros bâtiments, des équipements sportifs, typiquement des immeubles de type EHPAD dans lesquels on a besoin de chaud en hiver et de rafraîchissement en été sont aussi des bâtiments sur lesquels la géothermie de surface est parfaitement pertinente. Les immeubles tertiaires, on est sur le même principe. On a de plus en plus d'immeubles tertiaires qui ont besoin de rafraîchissement en été. Donc, le fait que la géothermie de surface puisse fournir dans les deux sens, clairement, est un atout et une bonne cible pour ces bâtiments-là. Alors, pourquoi on parle transition énergétique, hein, c'est tout simplement que plus ça va, plus on a des enjeux environnementaux croissants. Donc, plus dans le cadre de la transition énergétique, quand même, on cible l'utilisation d'énergie renouvelable et d'utilisation de tout un panel d'énergie renouvelable en fonction des besoins énergétiques qu'on a. Et il se trouve que fréquemment, la géothermie de surface peut être choisie pour certains de ses atouts. Alors, le but, ce n'est pas de faire de la propagande dans le cadre de ce webinaire, hein, mais c'est plutôt au moins de présenter pourquoi et dans quel cas cette énergie-là est ciblée. Par rapport à d'autres ENR, hein. La première raison, c'est que, on l'a vu, selon le système qu'on envisage, finalement, on a toujours moyen d'aller utiliser la géothermie partout sous le territoire, et c'est une énergie qu'on a sous nos pieds. Voilà. On est aussi sur une énergie, finalement, qui a des coûts de fonctionnement qui sont stables, indépendants de la volatilité, notamment des énergies traditionnelles, hein. Et contrairement à certaines autres ENR, on est sur une énergie aussi qui est dispo 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météo. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être séduisant pour des porteurs de projets. Voilà. Comparé aussi à d'autres ENR, les impacts limités, hein, que ce soit visuel ou en émissions CO2, que ce soit l'emprise foncière aussi qui est limitée par rapport à d'autres énergies renouvelables, fait que, par exemple, dans des centres urbains, on est sur une énergie qui peut être complètement pertinente. Voilà. Donc, le constat, c'est ça, hein, c'est qu'on a certains atouts qui font que cette énergie-là est pertinente et ciblée pour participer à la transition énergétique et donc pour participer aussi, hein, aux ambitions environnementales qui sont fixées sur les années à venir. Ces ambitions-là, je ne vais peut-être pas faire très long, hein, mais elles se déclinent en fait à différentes échelles. Premièrement, à l'échelon national, hein, la programmation pluriannuelle de l'énergie a prévu, par exemple, des objectifs significatifs d'augmentation de la production de chaleur par les pompes à chaleur. Donc, dans les pompes à chaleur, on a aussi les pompes à chaleur géothermiques, au-delà des pompes à chaleur aérothermiques. Et on voit, par exemple, que les ambitions par rapport à la production en 2017, dès 2018, on fait plus, l'objectif, en tout cas, serait d'aller au-delà du doublement de la production qui était en 2017 sur les pompes à chaleur géothermiques. Voilà. Ces ambitions-là, elles se déclinent après dans différentes politiques territoriales, que ce soit à échelle régionale déjà, à travers les schémas régionaux. Alors, ce qu'on voit, les schémas régionaux donc dédiés à l'aménagement, développement durable et égalité des territoires, par exemple. Donc, j'ai mis là l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine parce que c'est celui que j'avais sous le coude, hein. Mais là aussi, on est sur un schéma qui trace les grandes lignes pour toute la région de production d'ENR à horizon 2050. Sur la géothermie, la région se fixe l'ambition, par exemple, pour atteindre aussi, hein, ces objectifs de transition énergétique d'un doublement de la production géothermique. Et à la fois sur la géothermie profonde, une montée en puissance, mais aussi sur les autres géothermies, dont géothermie de surface principalement. Et ça se décline encore au-delà de l'échelon régional, pour les collectivités type communauté de communes ou communauté d'agglomération ou métropole, à chaque fois à travers des programmes d'action sur lesquels on voit de plus en plus la géothermie, notamment géothermie de surface, prendre sa part aussi dans les ambitions que se fixent les territoires, dans les programmes d'action, avec des objectifs de montée en puissance de cette énergie-là avec les autres à horizon 2030, 2040, 2050. Voilà, à travers donc, ce qui est planification donc des plans climat, air, énergie territoriale ou encore au-delà, les territoires qui veulent aussi, qui se fixent aussi une ambition de territoire à énergie positive, par exemple. Voilà.
Donc là, hein, le but, c'est aussi de signaler qu'on est bien sur le déploiement de la géothermie, clairement dans une ambition environnementale, dans une ambition d'amélioration environnementale. Donc, finalement, il ne faut pas non plus que le fait de se fixer ces objectifs-là vienne en contradiction avec la protection environnementale, avec la protection notamment de la ressource en eau. Donc, c'est pour ça qu'on a axé la présentation là-dessus. Alors, on va parler maintenant on parle depuis tout à l'heure de géothermie de surface. On va parler de la notion de géothermie de minime importance, qui est la déclinaison réglementaire, en fait, de ce qui est la géothermie de surface. Pas mal d'hydrogéologues qui bossent depuis quelques dizaines d'années ont connu aussi les temps où la géothermie, notamment géothermie de surface, était plutôt floue réglementairement, c'est-à-dire que historiquement, le fait de créer un doublé sur nappe, par exemple, on avait un certain flou juridique, ça relevait partiellement du code minier. Ça relevait aussi du code de l'environnement, du fait de la réalisation d'ouvrages de prélèvement d'eau et ou d'ouvrages de prélèvement. On était dans une situation où, finalement, selon les régions, selon les départements, on avait aussi des interprétations qui pouvaient être de la réglementation, qui étaient floues, justement, qui pouvaient être divergentes selon les services de l'État, et donc de fortes divergences en fait, entre départements dans l'application des textes. Pour les sondes, pour le coup, c'était encore plus flou parce que on était quasi sur un vide juridique, c'est-à-dire que le fait de réaliser des sondes géothermiques verticales, dans la mesure où on n'allait pas prélever d'eau, on relevait uniquement de la déclaration simple d'un ouvrage minier, donc déclaration simple d'un forage, mais on n'avait pas du tout de cadrage réglementaire de la réalisation de ces ouvrages-là, alors même qu'ils étaient susceptibles d'aller traverser, par exemple, plusieurs ressources en eau. Et à côté de ça, historiquement, la géothermie a toujours relevé aussi du code minier. Et ça c'est limpide depuis un moment, hein, puisque le fait d'exploiter la thermique du sous-sol relève clairement du régime des mines. Donc, la nécessité de clarification, elle a été soulevée notamment dans le courant des années 2000, et ça aboutit à la réforme principale. Alors, il y a eu une première réforme donc, autour de 2006, mais la principale réforme dont on va parler aujourd'hui, c'est celle du cadre réglementaire de 2015, qui a créé de manière encore plus cadrée le régime de la géothermie de minime importance. Voilà. Le but, c'était quoi? C'était finalement pouvoir répondre aux ambitions environnementales et donc favoriser quand même le déploiement de cette énergie-là, tout en instaurant un cadre pour une bonne réalisation des ouvrages et pour s'assurer au maximum que ces ouvrages, justement, n'allaient pas mettre en péril les ressources du sous-sol. Voilà. Donc, il y avait cette vocation de simplification des démarches administratives, donc ne pas aller jusqu'à l'octroi de titres miniers, qui est quand même un régime extrêmement lourd, et la volonté de contribuer à promouvoir cette énergie renouvelable. Là, c'est le régime réglementaire actuel de l'ensemble de la géothermie. Toutes les grosses exploitations géothermiques, clairement, relèvent de plusieurs titres miniers, hein, des titres miniers relatifs à l'exploration et à l'exploitation. Donc, tout ce qui est exploitation de gîtes géothermiques est clairement assimilé à une exploitation de mine. Et on est sur des régimes réglementaires extrêmement lourds d'autorisation avec des procédures qui durent plusieurs mois. Le régime de la géothermie de minime importance constitue finalement une petite exception qui est ciblée sur des installations qui sont de taille raisonnable, avec donc des limites qui sont indiquées ici, qui est une puissance prélevée au sous-sol ou échangée avec le sous-sol qui serait inférieure à 500 kW, une profondeur qui est en deçà des 200 mètres de profondeur, pour le captage des températures captées qui sont inférieures à 25 degrés, pour les doublés géothermiques, des débits prélevés et réinjectés qui sont inférieurs à 80 mètres cubes, et un impératif de réinjection dans la même nappe. Si un ouvrage est effectué de prélèvement d'eau à vocation géothermique, mais qui ne rejette pas dans la même nappe, il sort de ce régime d'exception et il rentre dans le régime plus lourd minier d'autorisation. On est sur un cadre simplifié, mais avec un cadrage. Le constat étant que la géothermie, au sens large, implique une procédure d'autorisation au titre du code minier, donc des procédures extrêmement lourdes. C'est le cas des forages profonds, par exemple, au Dogger en région parisienne ou dans d'autres contextes, des forages vraiment profonds et dédiés au réseau de chaleur. Là, pour le coup, ça va être dédié à des très grosses opérations qui vont pouvoir justement assumer ce régime juridique un peu lourd.
Mais pour pouvoir créer des opérations reproductibles et moins conséquentes, les porteurs de projets ils vont quand même aller se tourner et essayer de rentrer dans ce cadre déclaratif de la géothermie de minime importance. Donc on est sur un cadre qui se fait par une déclaration sur un site qui est dédié et qui est développé par le ministère, sur lequel donc, tous les opérateurs de géothermie de minime importance ont un compte qu'ils ne peuvent avoir que s'ils sont qualifiés. En contrepartie, finalement, d'un régime simplifié, il va y avoir un cadrage réglementaire autour de 4 grands axes qui va viser, en tout cas, à une meilleure préservation du milieu souterrain. Ces 4 grands axes sont, premièrement, une cartographie de zonage réglementaire. Et selon le zonage dans lequel on va se situer, on peut avoir des variations dans les procédures à suivre. Deuxièmement, le fait de pouvoir faire appel à des experts agréés, on va le voir également. Le fait d'avoir une obligation pour pouvoir faire ces ouvrages-là de géothermie de minime importance, d'avoir l'obligation de faire appel à des entreprises de forage qui sont qualifiées. C'est-à-dire que n'importe quel foreur ne pourra pas faire de la géothermie de surface. Il y a aussi un arrêté cadre qui fixe un grand nombre de prescriptions minimales, alors qui pour certaines sont assez proches de ce qu'on peut voir dans l'arrêté 11 septembre 2003 qui est relatif au forage d'eau, mais avec des prescriptions qui vont même au-delà de celles-ci pour vraiment cadrer la filière pour pouvoir bénéficier de ce régime simplifié déclaratif. Donc on va décliner petit à petit ces 4 grands axes finalement, l'un après l'autre, en se focalisant quand même sur leur vocation justement à la protection de la ressource. Le premier axe qu'on avait cité, c'était l'élaboration de cartographies réglementaires. Alors, ces cartes réglementaires, elles sont imposées dans le cadre réglementaire général de 2015 dont on vient de parler. Et le territoire français va être décliné en 3 grandes zones, déterminées en fonction de l'aléa qu'on identifie, ou en tout cas des désordres finalement que sont susceptibles de générer les réalisations de forage en un lieu donné. Sur des zones qui sont appelées les zones vertes, on est sur des secteurs sur lesquels on considère que le fait de réaliser des forages de géothermie de surface ne présente pas de danger et d'inconvénients graves, donc ne sont pas susceptibles de générer des désordres significatifs dans le sous-sol. Donc on reste sur ce régime simplifié dont on vient de parler de télédéclaration. Ensuite, les zones oranges, les zones dans lesquelles on n'identifie pas dans le sous-sol, dans les 200 premiers mètres sous nos pieds, d'aléas potentiels qui pourraient être liés à la réalisation de forage, mais sur lesquels on met des points de vigilance. Et là, pour le coup, on a effectivement toujours ce régime de déclaration simplifiée, mais ce régime-là, il est cadré quand même parce qu'au préalable, l'entrepreneur a l'obligation de solliciter un expert agréé qui va vérifier que toutes les précautions nécessaires sont prises. Et le 3e zonage, qui va être les zones rouges, qui sont les zones sur lesquelles on identifie par contre des dangers potentiels graves tous les 200 premiers mètres sous nos pieds. Et donc on considère que le régime simplifié de télédéclaration ne peut pas s'appliquer. On a obligation de passer par le régime minier lourd d'autorisation. Cette réalisation des cartes, elle est cadrée par un guide qui a été émis en 2015. Le principe de ces cartes-là, ça va être de prendre en considération les caractéristiques connues du sous-sol et tous les phénomènes qui peuvent être rencontrés lors de la réalisation de travaux de forage. Donc, on va considérer 9 grands aléas potentiels qui peuvent être liés à la réalisation de forage. Premièrement, au potentiel d'affaissement ou de surrection qui serait lié à la présence de formations évaporiques dans ces 200 premiers mètres. Le risque principal identifié étant notamment d'aller hydrater une couche d'anhydrite en mettant en communication une couche d'anhydrite avec une nappe via un forage et donc de générer des désordres. Deuxièmement, que dans ce secteur-là, on identifie des affaissements, des effondrements qui pourraient être liés à la présence soit de cavités minières, soit de cavités hors mine, typiquement des formations karstifiées. Ensuite, on va considérer l'aléa glissement de terrain également. Est-ce qu'on a connaissance sur certains secteurs de pollution des sols ou de pollution des nappes souterraines? Donc un risque éventuellement de mise en communication de ces pollutions-là avec d'autres milieux souterrains. Et ensuite, le risque de rencontrer un artésianisme lors de la réalisation des forages. Là, ça peut être vraiment problématique, notamment lors de la réalisation de sondes géothermiques. Et un autre sujet qui va particulièrement intéresser les hydrogéologues, qui est le risque de mise en communication de différentes nappes sur les 200 premiers mètres.
et enfin, oui, risque de se retrouver sur un secteur où on génère des remontées de nappe aussi. Si on réinjecte dans une nappe superficielle dont le niveau est déjà très proche du sol, on a risque de générer une remontée de nappe, une inondation par remontée de nappe, pardon. Et alors pour des secteurs beaucoup plus restreints, les aléas associés à la fait de bouger aussi des biseaux salés. On a une première cartographie à échelle nationale qui a été réalisée en 2015, qui identifie par maille de 500 mètres le zonage à échelle de l'ensemble du territoire, qui ne se décline que sur une seule gamme de profondeur. Donc de la surface à 200 mètres, on identifie si tous ces aléas que je viens de citer sont susceptibles de se produire, avec une différence de traitement et donc de pondération de chacun de ces aléas selon qu'on considère qu'on a un projet sur boucle ouverte, donc sur typiquement doublé sur nappe, ou sur boucle fermée, donc typiquement sonde géothermique verticale. Le travail qui est en cours, c'est maintenant que ces cartographies nationales ont été faites, c'est de redécliner ces cartographies nationales à échelle régionale en se reposant sur des données affinées et sur la connaissance affinée des hydrogéologues régionaux. L'idée étant donc d'aller affiner la maille, qui était auparavant de 500 mètres, et d'aller l'affiner à 250 mètres, et de décliner aussi la cartographie selon 3 tranches de profondeur. Une première tranche de 0 à 50 mètres, une deuxième de 0 à 100 mètres, et une troisième de 0 à 200 mètres. Donc ça, c'est le travail qui est en cours, sachant que les cartographies régionales qui sont en vigueur sont celles, pour l'instant, d'Île-de-France et de Centre-Val de Loire. Certaines autres qui sont en vert ont été réalisées, mais sont en cours d'instruction, parce que l'idée, c'est aussi que ces cartographies-là, avant d'entrer en vigueur, fassent l'objet d'une consultation et entrent en vigueur par un arrêté préfectoral. Pour illustrer l'intérêt de décliner en plusieurs tranches de profondeur, on voit la même cartographie pour doubler sur nappe, donc des zonages réglementaires, ici de 0 à 50 mètres et ici de 0 à 200 mètres. Là, on est entre Tours et Orléans. On constate que finalement, si on ne vise que dans ce secteur-là, par exemple, les calcaires de bosse qui sont dans les premières dizaines de mètres, on reste en procédure de télédéclaration simplifiée. Par contre, si on vise des profondeurs plus importantes, dans les 200 mètres, donc si on va aller en dessous des calcaires de bosse, taper dans d'autres nappes du Crétacé, on a le risque d'aller traverser plusieurs nappes. Donc, on passe sur un zonage qui est plus contraignant. Donc, en fonction de la profondeur d'objectif de chaque projet, on va se baser sur la cartographie associée une fois qu'elle sera entrée en vigueur. Comme l'a dit Jérôme, en zone orange, c'est un système de télédéclaration, mais un expert GMI est sollicité. Donc, il établit l'attestation de compatibilité du projet. Il a agréé sur plusieurs critères. La zone géographique de compétence, donc il y a des bureaux d'études qui se jugent compétents sur tout le territoire ou qui se limitent. Il faut faire preuve de compétence. Beaucoup de ces experts GMI sont aussi hydrogéologues agréés. Et il faut avoir présenté une méthodologie, des outils pour l'établissement de ces avis. Dans les bureaux d'études sont désignés experts GMI, il faut avoir identifié des référents techniques sur la géothermie. L'agrément est délivré normalement pour 2 ans. L'un des points essentiels donc dans les 4 principaux axes de la géothermie de minime importance, c'est la qualification des entreprises de forage. Le décret de 2006 qui a été modifié en 2015 stipule clairement que toute personne qui réalise les travaux de forage pour de la géothermie de minime importance est tenue de disposer d'une attestation de qualification. N'importe quel foreur qui fait un forage géothermique mais qui n'est pas qualifié est hors la loi. Tout foreur intervenant en géothermie donc, doit avoir cette qualification-là, sachant qu'il peut demander la qualification sur chacune des filières, sonde et ou nappe, mais chaque fois, c'est une procédure distincte. Cette qualification, elle est obtenue sur plusieurs critères. Le foreur, clairement, doit faire preuve de ses compétences, c'est-à-dire qu'il doit démontrer qu'il a eu une formation qualifiante et diplômante. Il doit aussi donner des références étayées. Il doit fournir aussi des listes de son matériel et des assurances qu'il a souscrites. Il se soumet aussi régulièrement à des contrôles de réalisation sur chantier. Et typiquement, ces contrôles vont aussi de manière récurrente jusqu'à, par exemple, la vérification de factures. Vérifier que le foreur, sur son année, a commandé suffisamment de sacs de ciment par rapport au nombre de forages qu'il a fait. C'est une vérification toute bête qui peut quand même amener pas mal de réponses. La formation qualifiante et diplômante, elle n'est pas pour rien parce que pour avoir vu pas mal de foreurs passer cette formation-là, à chaque session de formation, il y en a une partie qui est recalée. Une formation et une qualification qui est donnée comme ça.
Et ce qui est mis en place aussi, c'est le traitement aussi des réclamations. C'est-à-dire que l'organisme qui assure la qualification des entreprises de forage recense aussi les éventuelles réclamations des clients sur des mauvaises réalisations et que ça aussi, ça peut pénaliser fortement une entreprise de forage. Et on est sur une qualification qui a durée limitée et qui est renouvelée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un foreur demande son renouvellement de qualification, il doit démontrer que sur les dernières années, il a à nouveau réalisé des forages et qu'il les a réalisés dans les règles de l'art. Cette exigence de qualification, elle est contraignante pour les foreurs. Et on se retrouve parfois dans des situations où, dans certaines régions, on a aussi un frein au développement de la filière géothermique, tout simplement parce que certains foreurs n'ont pas envie de passer cette qualification-là, parce qu'elle est trop contraignante pour eux. Cette piste de travail-là, elle est intéressante, le fait de contraindre un peu les foreurs à bien faire les choses et à organiser finalement la filière pour s'assurer que les forages sont bien faits. La réglementation de 2015 inclut un arrêté de prescription générale. Je te laisse la main, Hélène, là-dessus. Donc, qui fixe notamment des prescriptions sur l'implantation, les entreprises intervenantes, les dispositions de chantier et la réalisation des ouvrages, l'arrêt de l'exploitation et puis les contrôles et la surveillance pendant la réalisation et leur exploitation. Donc, on a choisi quelques petits morceaux, l'arrêté en lui-même faisant plusieurs pages. Donc, une des premières règles, pour nous très importante, les forages de géothermie de minime importance ne peuvent pas être implantés dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés, des captages d'eau potable destinés à la consommation humaine et des sources des eaux minérales naturelles conditionnées. Alors, des fois, c'est un peu en contradiction avec les déclarations d'utilité publique qui protègent ces mêmes forages. La DUP pourrait autoriser un forage, par exemple, à 80 mètres, mais la GMI l'interdit. Donc, ça freine aussi un petit peu le développement de la géothermie. Ensuite, on doit prendre en compte le contexte local. Donc, l'exploitant doit prendre toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation de l'échangeur géothermique, et notamment pour préserver la ressource en eau potable et les enjeux sanitaires. Le dispositif de géothermie de minime importance doit respecter les enjeux et les règles des SDAGE ou SAGE. Donc, par exemple, sur le bassin Loire-Bretagne, on a des nappes réservées dans le futur à l'eau potable, donc les NAEP. Donc, la géothermie de minime importance ne peut pas atteindre ces nappes, en sachant que les SDAGE peuvent évoluer. Notamment, le SDAGE de Loire-Bretagne laisse entrevoir une petite ouverture sous réserve de précautions supplémentaires. Donc, l'exploitant d'un gîte de géothermie de minime importance doit aussi respecter les règlements des SAGE. Et là, c'est la contradiction, les règlements des périmètres de protection. Normalement, on n'a pas le droit de faire de la GMI dans les périmètres de protection, mais voilà. Donc, l'arrêté du 25 juin 2015 nous impose des distances au réseau, notamment au réseau d'assainissement. Donc, pour tout ce qui est sonde, c'est 5 mètres. Et pour la nappe, ça dépend des premiers mètres sous le sol. Si on peut garantir une étanchéité naturelle, on peut se limiter à 5 mètres. Sinon, on doit mettre une distance de 35 mètres entre les réseaux d'assainissement et les forages de géothermie de minime importance. Ils prescrivent des cimentations pour objectif la préservation, bien sûr, de la qualité des eaux souterraines en prévenant l'infiltration superficielle de pollution, la mise en communication de nappes. Donc pour les sondes, la réglementation, c'est cimentation totale et on n'adapte pas la particularité locale en disant oui, il y a de l'eau, je mets du gravier. Non, non, la réglementation, c'est cimentation totale. Pour les forages sur nappes, on va cimenter les premiers mètres ou dizaines de mètres, hors, bien sûr, zone de prélèvement ou de réinjection. Et en cas de difficulté, il y a des mesures particulières, notamment pour les sondes. Il y a de trop gros volumes qui partent parce qu'on est en réseau karstique, on peut mettre des chaussettes ou des choses comme ça. On s'adapte aux difficultés locales. Mais de principe, c'est normalement cimentation totale. Il nous impose des conditions d'exploitation, notamment pour la nappe. Il ne faut pas induire d'incidence thermique, donc de plus de 4 degrés à 200 mètres. En sachant que pour l'instant, bien sûr, d'un point de vue réglementaire, ils ne peuvent pas nous imposer de créer un piézomètre à 200 mètres du doublé, surtout si l'exploitant n'est pas propriétaire de cette parcelle. Donc pour l'instant, ce sont des modélisations qui permettent de valider ce 4 degrés à 200 mètres. Tout à l'heure, on parlait des enjeux à respecter localement. Si on prend l'exemple du sage Beauce, donc l'objectif général, c'est une préservation quantitative de la nappe de Beauce, qui est exploitée, voire surexploitée, notamment par le monde agricole. À la lecture des articles, on peut comprendre que la géothermie sur nappe donc, ne semble pas autorisée en AEP, donc ça c'est en fait une référence au SDAGE, et que la géothermie sur nappe n'est autorisée que sous condition de réinjection complète dans le même horizon. Donc, la synthèse, on peut la faire aussi sous forme de discussion. Hein. On revient sur les mêmes choses. Hein. Le développement de la géothermie, ça fait aussi partie des nécessités pour répondre aux objectifs quand même de la transition énergétique. Ça n'empêche pas de considérer quand même que la protection du sous-sol et notamment de l'eau potable est une priorité. Et du jour, hein, c'était
de préciser quand même quel est le cadre justement de développement de cette géothermie de surface, quelles sont les exigences réglementaires actuelles, ce qui est en place en tout cas pour faire en sorte que ce développement de la géothermie ne soit pas contradictoire avec la protection du sous-sol, avec les 4 axes qu'on vient d'évoquer, la cartographie de zones réglementaires, l'existence d'experts agréés, le fait que les entreprises de forage soient qualifiées, d'arriver à développer la géothermie sans mettre en péril le sous-sol. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème avec le fluide caloporteur, il n'y a pas de souci de fuite sur le long terme, de contamination de la nappe. Non, dans les prescriptions générales, clairement, il est bien stipulé aussi que sur l'ensemble de la boucle qui est descendue dans chaque sonde géothermale, il ne doit pas y avoir de soudure ou autre. C'est-à-dire c'est un seul tube tout du long, sans soudure, qui pourrait générer un risque de cassure, premièrement. Et deuxièmement, il y a cette obligation quand même de cimenter l'intégralité de la sonde et de s'assurer de cette cimentation. Et là, c'est vraiment l'un des points cruciaux pour assurer la résistance de la sonde. Normalement, il y a une teneur maximum et c'est du glycol à usage alimentaire. Sans vouloir minimiser les choses. Quand on voit les diamètres des tubes, on est sur des volumes qui sont finalement pas grand-chose. Très bien. Et la cimentation, c'est vérifié en diagraphie ou il n'y a pas de demande de vérifier la cimentation Les tubes dans lesquels circulent les fluides dans les sondes, ils font en général 32, voire moins, 32 mm. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer de sonde dedans. Et les processus habituels de diagraphie, de vérification de cimentation ne fonctionnent pas. Mais ça fait partie des pistes actuelles, essayer de trouver un moyen de contrôler les cimentations dans les sondes a posteriori. Il y a 2 ou 3 entreprises en France ou peut-être en Suisse, je ne sais plus, qui essayent, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas concluants. Bonsoir tout le monde. J'avais 2 questions. L'une par rapport à la formation des foreurs. Jérôme, tu évoquais qu'il arrivait parfois qu'en fait, ça ne soit pas, grosso modo, une simple validation d'acquis, mais que ça soit vraiment un examen. Qu'est-ce qui fait que, globalement, il y a certains foreurs qui sont réfutés, et puis je vais dire quel est le taux de pourcentage de réussite quand même. Et puis la deuxième question par rapport aux experts agréés, sauf si j'ai zappé quelque chose, qui est peut-être le cas, du moins tu as évoqué comment se faisait la nomination, mais c'est l'association des professionnels de la géothermie qui fait cette nomination. Comment ça se passe? Alors, je vais répondre clairement. En fait, il y a un appel à candidature. On dépose un dossier avec notre CV, la méthodologie qu'on utilise, et c'est le ministère qui instruit, en sachant que pour l'instant, il n'y a eu que deux séries de désignations, une à la création et une 2 ans plus tard. Donc, quand tu dis le ministère, c'est en fait qu'il le délègue ensuite au BRGM ou c'est… BRGM ne fait rien là-dedans, Marc-Antoine. Non. C'est la DGPR en fait qui a fait un appel. Tu peux être hydrogéologue et effectivement te proposer comme expert, en répondant aux critères qui étaient dans l'arrêté. Donc voilà. Donc tout hydrogéologue peut effectivement devenir expert. Non, ce qui est assez surprenant, c'est la différence de processus entre celui-ci et celui d'hydroagréé, où vu de l'extérieur, on pourrait se dire c'est des gens reconnus, compétents. Et ce qui est un peu bizarre, c'est est-ce qu'à travers le CFH, il ne faut pas imaginer réfléchir avec une procédure, proposer une procédure auprès des ministères qui aillent tendre vers un même type de procédure, quoi. Alors, je pense que sur les 2 premières séries de désignation des experts GMI, en fait, on devait être tous hydrogéologues agréés. Hein. Et je pense que ce tampon d'hydrogéologue agréé a dû aider le ministère à valider nos candidatures. On sait la valeur aussi du tampon hydroagréé. Il y en a des bons et on sait qu'il y en a qui échappent. Après, quand même, quand il y a des problèmes et que les dossiers sont instruits et qu'on se rend compte qu'il y a eu un problème, la DREAL, etc. et la DGPR peuvent réagir assez vite avec le retrait de l'expert, comme on peut l'avoir pour les foreurs. Et est-ce que c'est imaginable d'avoir, grosso modo, une commission de vérification à, je sais pas, certaines fréquences de la qualité des travaux d'expertise?
on sait qu'effectivement, tout le monde n'a pas le même degré de connaissance des eaux souterraines dans les experts qui ont pu être identifiés quand même, quoi. Et Oui, après, la plupart du temps, c'est les grands bureaux d'études comme Burgia, Pantea, qui sont eux experts GMI sur l'ensemble du territoire. Et après, il y a des experts qui sont issus de petits bureaux d'études comme moi ou M. Tomasi, par exemple, en région centre, qui sommes experts GMI. Quoi, globalement, on va dire que les trois quarts des expertises GMI sont couverts par les gros bureaux d'études, Antea, Burgia et d'autres, quoi. Pardon, il y a un tarif fixé réglementairement pour l'expertise, là, ou c'est au cas par cas? Pas du tout. Comme ça, en général, ça tourne entre 500 et 600 euros l'expertise. Il n'y a pas de déplacement sur site. En fait, on reçoit un avis du site de télédéclaration qui nous dit ben, vous êtes désigné, rendez votre avis. Ben, quand c'est un foreur qui fait une sonde pour un particulier, ben, on n'a aucun élément, on n'a pas d'étude de faisabilité, quoi. Donc, on doit se rendre un avis sur la géologie, quoi. Donc, on va viser les critères qui ont fait classer orange le secteur. Donc, si j'ai une zone orange sur un critère qui me dit communication de nappe, bah, c'est l'incertitude sur ce risque que je vais lever. Même si la réglementation actuelle nous permet de faire une sonde de 200 mètres sans se poser de savoir si je traverse une de nappe, dont des nappes réservées à l'eau potable, moi, je suis toujours en train de donner un avis favorable sous réserve de limiter la profondeur des sondes, par exemple. En sachant que l'expert, s'il dit non, il doit justifier son refus. Donc, en général, l'expert, il dit oui, sans rien dire, ou il rajoute des prescriptions et des préconisations. Si tu sais qu'à l'endroit donné, l'imperméable entre les deux nappes est à 70 mètres, tu vas dire je donne un avis favorable sous réserve que les sondes ne descendent pas à plus de 60 mètres. Exactement. En tout cas, ça, c'est ma position à moi, hein. pour répondre à Mathieu, oui, les désordres sont toujours actifs, puisqu'effectivement, une fois que tu as enclenché un process naturel de dissolution, bah, voilà. Il y a Géodéris qui travaille dessus pour les aspects, effectivement, affaissement, effondrement, et voir et vérifier la mise en péril des lotissements. Oui, on est encore amené à analyser des expertises pour Géodéris qui regardent donc au niveau du village les risques des résiduels et les maisons qui ne pourront plus être habitées. Donc après, c'est des procédures administratives qui rentrent aussi en ligne de compte. Merci. Et concrètement, au niveau du forage, qu'est-ce qui a été fait pour, je dirais, pour qu'il y ait plus de contact en fait avec la nappe captive, même si le processus continue, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Tout est expliqué dans un rapport qui est rendu public. Je me souviens plus effectivement ce qu'ils avaient fait. A priori, ce sont des documents qu'on a transmis à l'État, donc ils sont publics, hein. Ouais, mais il y a une étude de 2008, je crois, qui est effectivement accessible très facilement. Je l'avais lu il y a un an et demi. Je ne sais pas si c'est celle-là dont tu parles. C'était vraiment la première étude qui avait été réalisée. Mais je me rappelle plus qui mentionnait les interventions au niveau du forage. Je veux dire, quand on fait de la géothermie, on peut nous poser des questions sur, en prenant cet exemple-là, il faut savoir y répondre en Oui, tu as mentionnant raison. aussi comment est-ce que ce problème est géré. C'est compliqué de reprendre. Clairement, reprendre une sonde, c'est très compliqué, quoi. Une fois qu'elle est partiellement cimentée, etc. C'est peut-être des exemples qui sont présentés lors des formations justement des foreurs. Oui, après, ça fait partie des cas que pas mal de foreurs connaissent également. Mais je pense que dans le stage qui est fait là, qui est fait au Bergem là-dessus sur les forages, mais plus globalement le forage, hein, que ce soit forage d'eau ou forage géothermique. Donc Alexis Gutiérrez, Olivier Grière, Frédéric Bugarel, qui vous vous souvenez, nous avaient présenté là, dans les premiers webinaires la norme effectivement européenne au niveau des forages, présente justement cet exemple-là. Et de mémoire, il me semble que Frédéric effectivement connaît très très bien ce foreur, mais ce sont des cas effectivement qui sont présentés et c'est ça qui est intéressant pour les foreurs qui suivent les formations, bien évidemment. Et c'est pas eux généralement ceux qui viennent suivre des formations qui posent problème. Oui, c'est un cas qui est évoqué. Puis dans la formation en elle-même, le but, c'est aussi leur donner justement les éléments de connaissance du sous-sol un peu plus précis pour qu'eux-mêmes puissent appréhender ces risques-là. Tu as parlé des foreurs hors la loi, entre guillemets. C'est quoi l'amende ou le risque qu'ils courent? Et on a affaire à des DREAL qui sont bien démunis. Non, la question, elle est intéressante. C'est que on avait changé il y a un an ou deux, par exemple, avec la DREAL côté Nouvelle-Aquitaine, qui a fait déjà un rappel à l'ordre, par exemple, de l'ensemble des foreurs. C'est tout con, hein. Tu te mets sur une région et tu tapes sur Google forage géothermie Nouvelle-Aquitaine. Tu regardes tous les foreurs qui, sur leur site, disent qu'ils font de la géothermie. Et tu vérifies derrière qu'ils sont qualifiés ou non.
Ceux qui ne sont pas qualifiés, l'Adréal leur est tombé dessus en leur disant « Vous n'avez pas le droit de dire que vous faites de la géothermie puisque vous n'êtes pas qualifié. Donc, virez ça de votre site. » Donc déjà, ça leur coupe une partie de la clientèle. Mais par contre, derrière, l'Adréal est un peu démunie parce que réglementairement, la procédure pour après aller les sanctionner, elle est pénible, elle est très lourde et je ne saurais pas te répondre là-dessus. Et ceux qui ont été rappelés à l'ordre ont bien enlevé ça de leur site ou Oui. Le petit courrier de Réal, avec éventuellement le petit rappel quelques semaines ou mois après, a fait pas mal d'effets quand même. Ouais. En fait, ça s'est mis en place il y a peu de temps, mais tous les forages qui ont été faits auparavant, en effet, il n'y avait pas d'avis d'experts agréés. Par exemple, sur Millau, on a appris qu'il y avait au moins 200 forages géothermiques a priori de GMI, là, en boucle ouverte. On en a 7 qui sont en BSS. Il n'y a jamais eu d'avis. Donc, par défaut, est-ce qu'il y en aura un qui sera donné ou comment ça va vivre ça non, parce que réglementairement, on ne peut pas l'imposer, malheureusement. C'était une période où finalement, il y avait ce vide juridique. Si on est sur des sondes géothermiques verticales, on ne peut pas imposer grand-chose. Alors, si au moins la déclaration au titre du code minier qui devrait faire qu'il soit recensé en BSS. Le CERFA n'est pas fait, la DDT n'est pas au courant, le réel non plus. Enfin, c'est la catastrophe. Hein. Les foreurs ne jouent pas le jeu, hein, c'est évident. Hein. On en a plein. Hein. Oui, bien sûr. Ça demanderait qu'effectivement l'Adréal joue le jeu et puisse jouer le jeu aussi, et les moyens de jouer le jeu, parce que parfois ils ne sont pas nombreux aussi sur la thématique. C'est étonnant qu'ils ne demandent pas les rapports, les bilans annuels, parce que si je prends un exemple, par exemple pour les vidangeurs, ils doivent donner leur bilan annuel par rapport aux fausses vidangers, ça permet de voir leur activité. Les foreurs, c'est pareil, ils font que ça, ils doivent avoir un bilan annuel pour voir le nombre de forages qu'ils ont fait. Enfin, je ne comprends pas, il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui, à la fois pour ça et plus généralement pour les forages d'eau, en fait. Ouais. C'est vrai que Après, je pense que c'est un problème de politique. Oui, c'était juste pour préciser. Je pense qu'après, moi, je vois dans le 37, il y a plein de captages d'eau d'irrigation qui ont été réalisés. Il y a Mathusalem et compagnie. Et la DDT impose des dossiers de régularisation, justement pour les intégrer dans leur quota d'eau et ils obligent par Duplo à les inscrire à la BSS. Donc, c'est possible de demander des régularisations, quoi. Oui, mais pour un Jean-Pierre Picmal, tu as combien de DDT qui ne sont pas au courant? On forme les DDT et les DREAL pour leur organiser et voir comment effectivement améliorer tout ça. Mais on découvre que dans les services, comme le disait Jérôme, il y a beaucoup moins de personnel aujourd'hui, pas forcément compétents dans tous les domaines et donc pas tout le temps en eau souterraine. Et Duplo, on voulait les rendre obligatoires justement pour tous les ouvrages pour être sûr qu'on avait une base unique de déclaration des ouvrages. Puis pour l'instant, on n'y arrive pas, quoi. Donc, on ne désespère pas de faire changer les politiques, mais on est un peu désabusé. Hein. C'est-à-dire il y aurait peut-être des pistes, par exemple, pour les financeurs, que ce soit l'ADEME, la région, etc. Dès qu'ils financent, il faudrait qu'il y ait un justificatif, en effet, de ce type, quoi. Voilà. Non, mais c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Hein. Dès qu'il y a des subventions ADEME ou autres, ils imposent toujours la qualification, même au bureau d'études. Donc, c'est soit la qualification, c'est les 2 bureaux d'études ou un doivent être qualifiés. Donc, la 2013 pour les bureaux d'études thermiques, la 2007 pour les bureaux d'études sous-sol. Et ils imposent bien sûr la qualification au foreur RGE. Donc, ce qui fait que ça ralentit un petit peu le projet parce qu'il faut attendre que le foreur soit disponible. Mais ça fait partie des critères de l'ADEME que d'avoir des intervenants qualifiés. Oui. Normalement, le particulier, s'il veut un crédit d'impôt, il est censé aussi prendre un foreur qualifié RGE. Donc après, c'est là que les petits artisans s'arrangent parce qu'en général, c'est l'installateur qui est qualifié RGE, donc ce qui fait que le particulier peut avoir son crédit d'impôt et il sous-traite à un foreur qui n'est pas qualifié. Comme ça, je sais parce que mon tonton, c'est ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que la cible, c'est bête, hein, la cible Google, c'est-à-dire éviter déjà que le particulier qui veut faire un forage puisse identifier un foreur non qualifié. C'était une première façon de couper l'herbe sur le pied à certains. C'est pas suffisant parce qu'effectivement, souvent les installateurs ont leur réseau de foreurs non qualifiés et effectivement font appel à eux de manière récurrente. Mais c'est quelque chose sur lequel même les DREAL sont assez démunis pour aller contrôler ces installations-là, quoi. Est-ce qu'il y a eu des travaux de fait sur la vraie différence de qualité entre le foreur qualifié et le foreur non qualifié? Est-ce qu'on a des exemples de mauvaises pratiques systématiques ou de choses comme ça qui
qui montrerait qu'il y a une vraie différence qualitative? Des tests comparatifs, j'en vois pas. Non plus. Après, on sait qu'il y a quelques foreurs qualifiés qui ont fait du travail pas terrible. Je crois qu'il y en a un qui s'est même amusé à faire une sonde géothermique. Il ne le savait pas, mais son client, c'était le Dreal de la Bretagne. Donc, bon, bah, comme ça lui a un peu réglé les problèmes, mais voilà. Mais je pense qu'il est toujours en activité. Hein. On ne sait pas jusqu'où c'est remonté. Est-ce qu'il a perdu son agrément ou pas? Ça, je ne sais pas. Oui, et justement, l'entreprise ou l'organisation là, qui les qualifie, c'est quoi? Et qualité ENR. Ouais, mais c'est quel type de structure? Bah, c'est ceux qui qualifient tous les artisans RGE, donc qui vont qualifier autant les installateurs de pompes à chaleur, de chaudières gaz, de fuel. Et c'est un peu leur reproche qu'on peut faire parce que jusqu'à présent, c'était le BRGM qui me semble contrôler sur le terrain les entreprises RGE justement pour s'assurer qu'elles faisaient bien le travail. Et maintenant, ce sont des instructeurs qualité ENR qui ne connaissent rien au forage et qui, je pense, doivent se faire entourlouper sur le terrain. C'est des auditeurs, donc effectivement, Ouais. c'est des gens qui un jour vont auditer un chantier de forage et le lendemain, un truc qui n'a rien à voir. Alors qu'au début, c'était le BRGM qui auditait les entreprises. Ouais, donc eux, ils n'ont pas monté leur niveau de compétence pour s'adapter à ça. Ils ont eu, j'ai plus le volume, mais ils ont eu quelques jours de formation. Pour les avoir eus moi-même en formation, voilà, parce qu'on nous a demandé, nous, BRGM, du coup, de former ces gens-là et donc de leur donner, alors j'ai plus le volume, hein, mais en 3 jours, des notions d'hydrogéol, des notions de comment se passe un chantier de forage, etc. Mais on va dire que c'était de la sensibilisation. Voilà, de là à ce qu'ils soient experts à intervenir sur un forage et à vérifier que tout se passe bien. C'est un problème de coût, c'est un problème de facilité au niveau des infrastructures qui ont été mises en place. Et donc, voilà, c'est pas du tout la même qualité. Et c'est là où, effectivement, on peut regretter que le texte ne soit pas allé au bout. Mais déjà, c'était une première étape. Donc, il faut continuer à se battre, mais il faut qu'il y ait des Lorviller pour qu'on ait mis ça en place, peut-être. Et puis, est-ce qu'il faudra qu'il y ait d'autres difficultés qu'on observe pour aller plus loin aussi dans la réglementation pour les autres forages. Mais... Ça pourrait très bien être la région qui pousse à former ces gens qui ont une activité quand même assez locale par rapport aux gains que ça peut avoir énergétique et par rapport aussi à l'enjeu environnemental. Moi, je vais prendre l'exemple de la région centre. Grosse région avec gros potentiel géothermique sur nappe sur sonde, un truc énorme. On a 2 foreurs qui sont qualifiés RGE, dont un qui est que sur nappe et l'autre qui est qualifié nappe et sonde. La région centre a créé un COPIL développement de la géothermie et donc le constat était le même qu'à la FPG, hein, il manque des foreurs. Et donc, l'objectif, c'était un peu d'aller chercher les petits foreurs locaux pour essayer de les monter en compétences et de les aider même à faire leur dossier administratif. La région centre pousse, mais derrière, ça n'intéresse pas les petits foreurs. Alors, est-ce que pour l'instant, ils n'ont pas vu le développement exponentiel de la géothermie qui les pousserait à passer les qualifications? Pour l'instant, ils n'ont pas envie de s'en mettre. Donc, quand on fait des sondes, actuellement, moi, je fais venir un foreur de Saône-et-Loire ou d'Auvergne quand il y a les appels d'offres. Notre foreur local, lui, n'a pas le temps d'intervenir. Typiquement sur la thématique sonde, il y a un intérêt à avoir un foreur local qui connaît bien les terrains et qui est outillé pour les terrains du secteur, ça c'est clair. Le problème, c'est que dans pas mal de secteurs, on en manque, c'est sûr. Après, il faut aussi que le foreur, derrière, pour amortir sa qualification, etc., qu'il en fasse suffisamment dans l'année. Il y a 2 choses, en fait. Il y a le coût de la qualif et le coût de l'assurance aussi, qui est associé à ces chantiers-là, qui plombe pas mal certains foreurs également. Il faut qu'il ait quasiment une équipe dédiée à ça et qu'il en fasse suffisamment dans l'année, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que tu peux, en l'état, vu ce que ça coûte aux foreurs, tu peux pas avoir un foreur qui va faire une sonde ou 2 dans l'année comme ça occasionnellement. C'est plus d'intérêt. Surtout que dans le renouvellement de la qualification, on leur demande des références. Donc, ils en font une tous les 3 ans, donc leur qualification tombe. Comme les bureaux d'études d'ailleurs, hein, ce qui est un peu le problème, notamment des bureaux d'études thermiques.